Coucou tout le monde, c'est Hugo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Histoire d'orthophoniste. J'adore échanger avec des orthos qui ont des parcours atypiques, inspirants, parfois les deux, parce que je me dis que des partages d'expériences, ça peut servir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode spécial avec en guest star Paulette Antonis, qui est la cofondatrice de Dialogoris, qui est une des références en France et pionnière de l'accompagnement parental, qui est formatrice de formateurs, qui est également auteur, qui a encadré plein de travaux scientifiques et qui nous fait le plaisir de passer un petit peu de temps avec nous aujourd'hui. Ouais, je vous avais dit, ça va être pas mal les prochains épisodes également. Donc on va passer un petit peu de temps ensemble avec Paulette, qui va nous raconter son histoire. Pour celles et ceux qui resteront jusqu'à la fin, Paulette terminera l'épisode en beauté avec sa vision de l'orthophonie de demain. Et franchement, ça envoie vraiment du lourd. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Si vous trouvez ça cool, dites-le, mettez un petit commentaire, mettez des pouces, ou mieux, invitez des potes ou des copines sur le groupe Facebook, ça nous aide carrément. Et puis moi, ça me donnera envie d'aller chercher d'autres interlocuteurs sympas pour vous partager ces expériences-là. Sur ce, je vous laisse avec Paulette Antonis, cofondatrice de Dialogoris, pendant un peu plus d'une heure. Alors partez courir, partez vous balader, prenez-vous une petite bière avec ou sans alcool, passez une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de témoignages d'orthophonistes et je suis très fier aujourd'hui d'avoir une invitée que je suis heureux d'accueillir. Pour celles qui ne le connaissent pas, bienvenue Paulette Antuni, qui est la cofondatrice de Dialogoris. Euh, Paul- Tous. Paulette, tu as peut-être déjà formé des orthophonistes qui sont sur ce groupe Facebook, sans doute. Grande chance. Il y a de grandes chances. J'en Et, connais euh, quelques. et merci, merci d'être avec nous et de m'accorder un petit peu de temps. Alors, est-ce que je peux te demander, Paulette, de te présenter? D'où viens-tu? Oui, ben voilà. Donc, moi, je m'appelle Paulette Antonis. Je suis orthophoniste depuis 1985 et je suis belge. J'ai fait mes études en Belgique, à Liège, et après, j'ai refait une année à la fac de Nancy. Voilà, pour être orthophoniste. Donc, au départ, j'étais logopède. Et donc après, orthophoniste, et je vis toujours en Belgique, juste à la frontière belgo-luxembourgeoise et française, et j'ai toujours travaillé, presque toujours travaillé côté français, sauf tout au début où j'ai un peu travaillé en Belgique. D'accord. Et est-ce que tu peux m'expliquer, Paulette, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir orthophoniste? Pourquoi ce choix? Hmm, hmm. Un peu spécial ce choix parce que, en fait, je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire la biologie et je voulais être prof de bio. Et puis, je suis allée à l'université, ce qui s'appelle l'université en Belgique, qui ne correspond pas tout à fait à l'université en France, pour voir un peu si ça allait me plaire et tout ça. Et puis, je me suis aperçue quand même qu'il y aurait beaucoup, 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 beaucoup de maths. Et ça, c'était pas mon truc. Donc, je me suis dit, tu ne vas pas être heureuse là-dedans de devoir étudier toutes ces mathématiques, rien que pour pouvoir faire la biologie. Donc, j'ai abandonné cette idée un peu en catastrophe, on va dire, quand c'était déjà un peu organisé. Et donc, il fallait que je trouve une solution de rechange. Et après avoir analysé les listes qu'on nous donnait à l'école pour choisir un peu, pour nous aider à choisir, D'accord. j'éliminais, hein, donc ça je ne veux pas, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas. Bon, bref. En fait, il restait la logopédie parce qu'il y avait là-dedans, imaginez ça, ça, il y avait là-dedans l'idée d'enseigner quand même, l'idée qu'il y aurait quand même de l'anatomie, de la physiologie, voilà, la pathologie que j'avais un peu laissée comme ça, comme si ça n'existe pas trop, voilà. Et donc je me suis dit, bah voilà, ça va être ça. Et puis, à peine démarré, ça m'a passionnée. Donc, c'était le bon choix. C'était là que je devais être. Mais C'était ma question suivante, du coup, comment tu as vécu le cursus d'orthophonie, les études, est-ce que ça a répondu à tes attentes? Est-ce que ça a changé certaines choses dans ce que tu souhaitais faire? alors non, vraiment, vraiment, je me suis sentie tout de suite très bien dans ces études. Euh,
J'aimais bien la partie, celle que je préférais, et encore, c'est ça qui m'a porté tout au long finalement de tout ce que j'ai fait comme carrière, c'est que ce qui me portait, c'était un peu cette histoire de Sherlock Holmes, c'est-à-dire il y a un mystère, il y a quelque chose à découvrir, il y a un diagnostic à trouver, après il y a des solutions à essayer de mettre en place. Et c'était cette analyse-là, moi, qui me plaisait beaucoup, finalement, hein, qui m'a passionnée dès le départ. Voilà. Peut-être plus finalement que tout ce qui était rapport humain avec le patient. C'était plus vraiment la partie euh, énigme, oui, analyse à faire. Ouais, la phase d'investigation et Voilà, de diagnostic, si on peut l'appeler comme ça. ça m'avait vraiment bien plu, et dans les études, et après aussi dans ma pratique finalement. Parce qu'après, alors bon, tu vas nous raconter tout ça, mais en plus d'orthophoniste, tu as des activités de formatrice, d'auteur, de formatrice, de formateur, enfin plein, plein de palettes de couleurs. Mais en sortant de la fac, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé en structure, comment en libéral, les deux peut-être? Alors, tout de suite, en sortant de l'école supérieure de logopédie, donc en Belgique, là, j'ai travaillé en Belgique dans une école d'enseignement spécialisée qui accueillait plein d'enfants avec toutes sortes de pathologies différentes. Et moi, je m'occupais essentiellement dans cette école d'enfants cérébrolésés. D'accord. Voilà. Ça a été je vais dire, les premières années, les 4 premières années suite à ma sortie de l'école. Je travaillais beaucoup donc en collaboration avec les enseignants, parce que je travaillais dans une école, avec les enseignants et avec les kinés et les psychomotes. Donc ça, c'était vraiment la première partie de ma carrière. Après ça, je me suis installée un tout petit peu en libéral, en parallèle de mon travail à l'école, sur la Belgique. Et sur la Belgique, c'est différent de la France, hein. On est plus amené à faire des domiciles, on est plus amené on s'occupe finalement plus de tout ce qui est retard, peut-être parole, langage oral, langage écrit, peut-être un peu moins, en tout cas pour ma part, j'étais moins appelée pour les autres pathologies. Et puis finalement, j'ai préféré continuer à me former sur la France et m'installer sur la que j'ai fait après, à quelques kilomètres de chez moi, puisque D'accord. j'habite quasi à la frontière. Donc, Et donc après, c'était pour t'installer en libéral, c'est ça? Et, et j'ai fait tout le reste en libéral. et parallèlement à ça, du coup, à la création de cette activité, tu es allé dans la direction de la formation également, c'est ça? Oui, quasi tout de suite. Même quand j'étais déjà en Belgique, en fait, c'est assez étonnant parce que maintenant on dit facilement oui, c'est jeune, là, tout ça. Mais moi aussi, voilà, moi aussi j'étais tout feu, tout flamme. Euh, moi, moi aussi, je pensais que je savais des trucs. Après, c'est après coup, hein, comme le dit la chanson, qu'on se rend compte qu'on ne le sait pas, mais ou qu'on ne sait pas tout ce qu'on pensait savoir. Mais tout au départ, en fait, j'avais fait une formation un peu particulière, un peu en lien avec l'orthophonie, bien évidemment, mais il s'appelait la Feuerstein. C'était une des premières formations sur tout ce qui était développement cognitif de l'enfant. J'avais fait ça et j'avais, au travers du travail que je faisais dans cette école d'enseignement spécialisé, rencontré une part de parents donc, qui avaient des enfants cérébrolésés et qui désiraient jouer un rôle déjà dans la prise en soin de leur enfant. Et donc moi, très, très vite, je les ai formés à ça, en fait, cette façon de faire, cette méthode qui était une méthode qui utilisait, qui mettait en avant le développement des compétences cognitives de leur enfant en lien avec finalement tous leurs besoins fonctionnels. Donc ça, c'était vraiment une première étape. Et en même temps, en parallèle, j'avais formé des enseignants déjà, des Ok. enseignants de la Fondation universitaire luxembourgeoise.
Voilà, toujours à cette même idée qu'on pouvait travailler sur les fonctions cognitives de base pour améliorer, là, c'était plutôt pour améliorer la scolarité, de l'enfant. Donc dès le départ, j'ai fait un peu de Ouais, la formation, mais plus de la formation de parents et de la formation de partenaires de l'éducation, heu, nationale. Donc ça avait tout de suite enfin, c'était aussi parce que dès le départ, moi, je voulais être prof, hein. Enfin, ouais, voilà, il y avait déjà ça, tout au début, c'était quand même mon idée première. Donc très, très vite, c'est revenu un p sur le devant. J'avais des demandes, il y avait des besoins. J'avais ouais. l'impression que je pouvais, aider, donc voilà. Ça rejoignait ta fibre déjà qui s'était manifestée avant les études, en fait. C'était une bonne façon de joindre les deux, quoi. Et après, en fait, ça a continué parce que sur le département de la Meurthe-et-Moselle, il y avait, oh, je m'étais dit, «Bon, puisque tu veux enseigner, il faut peut-être que tu te rapproches en parallèle des soins, hein, que je donnais aux patients, que tu te rapproches un peu de la fac de Nancy à ce moment-là». Donc j'ai essayé de me rapprocher un peu et on m'a demandé pour donner des cours en formation initiale. Ce D'accord, que j'ai fait aux orthophonistes de la fac de Nancy pendant quelques années, pas très, très longtemps, et je donnais les cours sur la rééducation du langage, oral. d'accord, Ça, j'ai fait quelques années et en parallèle encore, on avait des demandes, pour la formation des assistantes maternelles de notre département et donc j'ai fait partie de cet groupe d'orthophonistes qui existe toujours d'ailleurs. Bon, moi, je n'en fais OK, plus partie, mais ça a continué. Ce sont les orthophonistes en Meurthe-et-Moselle qui forment les assistantes maternelles du département. Et donc moi, j'avais fait partie de cette première équipe, donc j'allais former les assistantes maternelles, ce côté, prévention. et c'était enfin, tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? En du coup, tu t'interagissais avec à la fois des orthos, des assistantes maternelles, enseignants. Tu avais déjà un pêle-mêle un petit peu d'interlocuteurs Oui, différents, c'est oui. ça? Ça a été vraiment quasi dès le démarrage et ça s'est intensifié très fort, en 2003. Ouais, Puisqu'en 2003, on avait terminé d'écrire, les ouvrages Dialogoris qu'on avait écrits avec, Stéphanie Roy et Françoise Ercolani-Bertrand, suite à un projet avec la protection maternelle et infantile de notre département. Et en 2003, quand ça a été écrit, on a créé une association de prévention, une des toutes premières associations de prévention en France. On a créé ça et grâce à ça, on a été présenté en fait, projet Dialogoris, heu, devant, des partenaires de la caisse d'assurance maladie qui nous ont accordé un budget, c'est le budget FACS, pour la qualité des soins en ville, quelque chose comme ça. d'accord, Et OK, avec ce budget, on avait formé, 225 orthophonistes de notre département, 100 OK, médecins de notre département. Et après ça, on n'a plus jamais arrêté, ouais. la et moi, j'ai plus jamais arrêté la formation à partir de là. Donc on avait commencé à former les orthophonistes. Donc là, c'était en 2003. Donc le fait d'avoir ce projet a marqué entre guillemets «la enfin si on peut dire ça comme ça, le top départ de ça a Tout structuré un petit peu votre à fait, organisation. Et tout à fait. juste pour revenir sur le parce que du coup, tu vas pas le dire toi, mais moi je vais le dire, tu fais partie des gens, enfin des orthophonistes pionnières et je pense vraiment proactifs dans l'accompagnement parental, en France et en francophonie. Je crois que tu fais partie des orthos qui se sont formés parmi les premières aussi sur ces approches-là et tout ça. Comment, ça c'était à une époque où on n'en parlait pas autant, donc aujourd'hui, comment, par quoi ça a commencé? Alors moi, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça m'avait toujours parlé. Donc mon mémoire, le 2e que j'ai fait, puisque quand j'ai refait, mes études en France, j'ai dû refaire un second mémoire. Comme c'était ça. Donc mon 2e mémoire, il portait sur l'accompagnement parental et OK, c'était en lien avec un projet que j'avais créé avec l'équipe pluridisciplinaire de l'école dans laquelle je travaillais en Belgique, donc avec le neurologue de l'hôpital qui se trouvait à côté. OK, Voilà.
On avait voilà, fait tout ça. Donc, dès le départ, il y avait déjà ça, avec ce désir de mon côté de lire, d'essayer de me renseigner sur tout ce qu'on pouvait faire. Et à cette époque-là, ben, franchement, il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire, surtout, en gros, on savait ce qu'on ne voulait pas faire. D'accord. Hein, c'est un peu ça. Il y avait des méthodes qui étaient des méthodes qui nous venaient des États-Unis, etc., qui étaient des méthodes qui donnaient une place aux parents, alors ça, c'est sûr, mais qui étaient plus axées sur de l'entraînement, voilà, c'était des choses en- sur de l'hyper-intensif, où il y avait des stimulations hyper-intensives à faire. C'était quelque chose qui ne me parlait pas, et donc moi, je cherchais quelque chose de différent, en fait, à leur proposer. Donc, je me suis lancée un peu ça, là, avec mes idées, puis les idées des collègues avec qui je collaborais dans cette équipe. Et puis après, on a eu enfin, assez vite, on va dire, les études qui nous venaient du Québec et tous les programmes d'accompagnement parental qui nous sont venus du Québec. Donc ça, c'est à partir, on va dire, des années 2000. Ouais. À partir de ce moment-là, on a eu des formatrices qui venaient du Québec, qui venaient nous former ici. Alors moi, je ne me suis pas formée avec Sylvie Martin, mais je me suis formée avec Marie-Claude Leclerc. Et puis, je me suis formée aussi avec des collègues comme Agnès Beau. Voilà, enfin, on était cette époque-là. Laurence Kunz, on Ouais. s'était fait à la même formation. Voilà. On- et, et donc là, nous venaient des idées un peu différentes qui étaient en lien avec les nouvelles recherches. Parce qu'au départ, tout au départ, donc dans les années 80, quand moi je commençais à proposer de l'accompagnement parental, les recherches, elles portaient sur la description du langage de l'enfant. Ouais. Donc, le projet, en fait, qu'on mettait en place avec les parents, c'était quelque chose qui était lié à ça. C'est-à-dire, Ouais. on donnait des conseils aux parents sur quel matériel ils pouvaient utiliser pour stimuler le langage et les compétences langagères de l'enfant. Donc, on leur donnait des conseils sur les activités du quotidien, les livres, les jeux, etc., qu'ils pouvaient faire. C'était essentiellement ça. Et après, à partir de l'an 2000, on a eu plus d'études, de recherches sur le langage adressé à l'enfant. Ouais. Avant, on n'avait pas ça. Donc, à partir de là, et à partir aussi des programmes québécois, on s'est dit, alors, là, maintenant, il faut analyser les interactions parents-enfants. Ce qu'on ne faisait pas avant. On n'analysait que les compétences de l'enfant. Voilà. Donc là, on a commencé à analyser les compétences de l'enfant. Donc moi, je me suis formée à ça pour analyser les interactions parents-enfants. On a aussi commencé à avoir d'autres recherches qui mettaient en avant les perturbations des interactions parents-enfants secondaires à la pathologie de l'enfant. D'accord. Donc au départ, simplement le langage adressé à l'enfant par le parent et l'enfant qui vont bien. Voilà, Ok. et après, on a commencé à avoir des recherches sur qu'est-ce qui se passe alors quand l'enfant a une difficulté, a un Mhm. handicap, voilà. Et toutes ces nouvelles recherches-là ont vraiment eu un impact sur... Et alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut analyser les interactions parent-enfant. Et donc, à partir de là, on était plus dans... On ne va pas juste les conseiller sur ce qu'ils peuvent faire, mais aussi sur les stratégies, comment, comment faire. Et de ça sont venues aussi d'autres techniques. Parce Mhm. que, par qu'est-ce qu'on faisait? On conseillait. Après ça, on s'est dit, ça ne peut pas suffire, donc on va aussi donner le modèle, donc accueillir les parents dans notre cabinet Ouais. Ok. pendant la consultation. Donc on va leur donner des modèles, on va faire des interactions à trois, Ouais. on va, euh, on va leur permettre de faire des essais dans notre cabinet, mais tout en étant accompagnés par nous. On va filmer les interactions parents-enfants pour pouvoir les analyser, nous. Puis après, on s'est dit, bah, pourquoi pas les analyser avec les parents. Voilà. Et tout à coup, la place des parents a changé. À la place d'être juste le parent qui, quand il réclame, quand il demande, quand il voilà, obtient une petite place qui est celle de ah ben, je vais appliquer le programme qu'on me donne. Voilà.
bon, je vais faire tel jeu, je vais lire tel livre, je vais faire ça dans telle activité du quotidien. Eh ben, le parent, tout à coup, avait une autre place qui était, je vais proposer des choses, je vais pouvoir donner mon avis, je vais pouvoir aussi dire ce qui est le plus important, Hmm. pourquoi, dire où je suis en difficulté, travailler là-dessus. Voilà, et c'est de ça qu'est venu progressivement ce à quoi on est arrivé maintenant. C'est des choses beaucoup plus horizontales, avec de la codécision, Hmm. avec un travail qui est aussi beaucoup plus en lien avec le sentiment de compétence des parents, l'alliance thérapeutique qu'on essaie de créer autour de leur expertise, des choses comme ça qui n'étaient pas du tout d'actualité encore dans les années 2000. Donc ça, c'est Et vraiment 2020. c'est super intéressant parce que c'est vrai que nous, enfin, je dis nous, on peut croire que, enfin, non pas que ce soit acquis, mais je pense qu'on moi, j'ai du mal à titre personnel à me rendre compte de comment cette mouvance a été, comment ces nouvelles notions ont été accueillies, tu vois? Est-ce que vous avez eu des levées de boucliers en vous disant, des gens qui vous ont dit: «Mais c'est complètement bête, ça marche pas»? Est-ce que c'était du scepticisme? Comment toi qui as Oui. perçu l'intérêt de ce genre d'approche relativement tôt, c'était quoi les réactions que tu avais, Non, les orthophonistes ont accueilli ça, je trouve, assez bien. C'est-à-dire qu'il leur a pas fallu beaucoup de temps finalement pour être convaincus. Je trouve que c'est plutôt les instances supérieures qui ont chaque fois eu quasi 10 ans de retard, enfin, voilà, OK, puisque ce n'est qu'en 2002 où on a commencé à décrire dans le descriptif des actes d'orthophonistes oui, un décret de 2002 où on avait vraiment le fait que l'orthophoniste se devait de donner autant que nécessaire des conseils à l'entourage du patient. Ça a paru tardivement, très ouais, tardivement. Et mmh, quand on a parlé conseil dans les textes, nous, on en était déjà bien au-delà ouais, du conseil. Et maintenant, c'est seulement maintenant qu'on voit apparaître le bilan de prévention avec l'idée de à la fédération d'essayer d'obtenir plus de séances suite à ce bilan de prévention pour pouvoir vraiment mener un projet ouais. avec les parents. C'est seulement maintenant qu'ils commencent à se dire on va se battre pour que les orthophonistes puissent aussi voir les parents seuls. Ça, je viens de voir ça dernièrement dans la nouvelle petite info qu'on reçoit de la fédération. Et donc, ça arrive, c'est super, voilà, et ça arrive, je vais dire, un peu en décalage par rapport à ce sur quoi les orthophonistes sont depuis maintenant longtemps persuadés Ouais. que que ça doit être comme ça. Donc, il y a un petit retard des instances décisionnaires, mais par contre, les orthophonistes, elles adhèrent assez bien à ça, Mmh. même si ça a ajouté des exigences en plus, de l'inquiétude en plus, un sentiment parfois d'incompétence en plus. Euh, voilà, je trouve chez nos nouvelles collègues beaucoup d'anxiété, de mal faire, de ne pas savoir faire. C'est ça la question que j'allais te poser, du coup, quel regard tu portes sur on va dire, l'évolution du cadre de l'orthophonie, entre, on va dire, années, 90 et aujourd'hui là-dessus? Parce que toi, tu as vu, l'avènement de «l'EBP» entre guillemets, enfin, du côté normé, tout ça, chose qui était moins le cas avant. Peut-être que là, on revient à une approche ou en tout cas, on reconsidère le côté peut-être un peu plus fonctionnel ou en tout cas, on est plus prudent. Enfin, Dans le PP, il y avait depuis toujours, on a mis cette histoire d'évidence, évidence best practice, en évidence, en disant voilà, il y a la recherche, il y a les études, il faut se baser là-dessus pour orienter nos plans thérapeutiques. Mais dès le départ, dans cette vision BP, il y avait le patient, les préférences du patient, les besoins du patient. C'était déjà dedans. Simplement, ça n'avait pas été mis sur le devant, on va dire, d'accord. quand ça a été présenté. Mais c'est vrai que euh, l'orthophonie est devenue de plus en plus exigeant. C'est clair. C'est devenu de plus en plus exigeant avec une nécessité de résultats, une nécessité de preuves.
une nécessité d'analyse aussi de ce que l'on fait, de comment on le fait, de pourquoi on le fait, Mhm. euh, qui était peut-être moins, qui était sûrement moins prégnante tout au début, donc il essaie peut-être, Et, et toi, voilà, alors peut-être plus sereine dans un, la clinique suffisait finalement. et du coup, euh, toi, dans le, enfin, quand tu parles parfois on va dire d'anxiété ou de côté un peu vertigineux, notamment quand on est jeune installé, parce que c'est vrai qu'en France, en plus, le champ de compétences de l'orthophonie est extrêmement vaste. Il l'est pas autant dans d'autres pays, ce qui, je pense, euh, n'aide pas parce qu'on, enfin, dans le sens où on demande une palette beaucoup plus large, donc ce qui peut être plus inquiétant, notamment au début. Toi, sur du coup toutes les orthos que tu as formés, accompagnés et tout ça, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner pour démarrer, pour que ce soit serein et dans de bonnes conditions et tout ça? Est-ce que tu as un avis par Alors, rapport à ça? oui, moi j'ai un avis. Alors, s'autoriser à ne pas savoir tout faire, s'autoriser à dire ça, c'est pas, voilà, ça, c'est parce que c'est pas là où je me sens le plus à l'aise, s'autoriser à changer quand on est dans une situation qui nous convient pas, où on n'est pas heureux, où on n'est pas heureux d'être là, où on n'est pas satisfaite, on n'est pas, où on ne se sent éventuellement pas compétent. Voilà, ça, c'est déjà ça. S'autoriser aussi à ne pas être parfait. Hmm. D'abord, il n'y a personne qui vraiment, véritablement nous demande ça. S'autoriser à pas tout savoir, parce que de toute façon, on ne saura jamais. Moi, je pense que vraiment, la prise en soin parfaite, ça n'existe pas. Ce qu'il faut essentiellement, c'est garder, je pense, euh, en priorité ce qui, là où on se sent bien, et j'espère que là où on se sent bien, c'est l'écoute. Mhm. C'est bien sûr, il faut faire bien sûr, faire des tests, il faut analyser. Je disais que ça, c'est la partie que j'aime. Bien sûr, il faut faire des tests, il faut analyser, mais il faut aussi beaucoup écouter, pour comprendre et finalement se donner le temps. Alors, je sais que ça, c'est compliqué parce que j'ai tenté, moi, plein de choses pour me donner plus de temps avec mes patients et je voyais bien que c'était compliqué quand on se dit, bon, bah, c'est une demi-heure en libéral et le suivant, il est là dans la salle d'attente. On se dit, bah, tiens, si je prenais trois quarts d'heure, hein, j'aurais peut-être un quart d'heure de battement. Que nenni, le, le patient, il sait que vous n'avez personne, il a bien vu qu'il n'y a personne. Donc, soit il reste plus longtemps et il vous prend le quart d'heure parce qu'il a beaucoup besoin de parler, soit c'est le suivant qui voit que la personne est en gouffre. Donc, de toute façon, c'est assez, ça, c'est compliqué. Après, quand même, je pense qu'il y a cette notion de temps qu'il faut aussi s'accorder et qu'il faut accorder aux patients pour créer aussi l'alliance thérapeutique dont on parle beaucoup maintenant. Mais j'ai l'impression qu'on laisse un peu croire aux jeunes que d'abord que c'est acquis, euh, que ça va être, qu'il faut qu'ils y arrivent avec tous les patients. Et non, non, ce ne sera pas toujours Mhm. possible, en tout cas pas dans la forme rêvée, idéale, non. Et ça, faut quand même il faut pouvoir l'accepter. Il faut aussi pouvoir se dire que si on tend vers le partenariat, bah, il y a certains parents qui peut-être n'y arriveront jamais et que certains, il faudra faire beaucoup de guidance, il faudra beaucoup accompagner et peut-être sur certains petits points, on pourra les avoir véritablement comme partenaires. Euh, voilà, que finalement, c'est aussi ça, c'est se donner la liberté de s'adapter à chacun des patients sans se dire que ça, c'est obligatoire et que je dois le faire de cette façon-là, obligatoirement. D'ailleurs, moi, en formation, c'est peut-être certaines regrettent un peu que je ne donne pas de méthode, de technique très, très, avec une étape 1, une étape 2, une étape 3. Non, et que j'ouvre toujours à on peut faire comme ça, mais on pourrait aussi faire comme ça Mhm. ou comme ça. Et je pense que c'est cette liberté-là que moi je me suis toujours accordée Ouais.
celle de ne pas être parfaite et celle aussi de pouvoir faire de plein de façons différentes en changeant éventuellement ma façon de faire si c'était pas efficace ou pas satisfaisant pour moi ou pas satisfaisant pour le patient. Ben voilà, de d'avoir cette liberté finalement et cette liberté, on l'a encore en France, on peut faire comme on Ouais. veut. On Non, peut choisir ce qu'on veut, on peut faire comme on veut. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que notamment dans les jeunes années de diplôme où on a tendance à avoir envie peut-être d'appliquer ce qu'on a vu, d'être rassuré par certains types de protocoles et tout, c'est tout un cheminement de. C'est vrai que je voulais te demander enfin, les orthophonistes que tu formes ou accompagnes, est-ce que ce sont plutôt des, des, des orthos qui commencent à peine ou alors certaines qui ont déjà peut-être un peu d'exercice et qui se disent je cherche autre chose? Comment on arrive jusqu'à toi et jusqu'à Dialogoris? Alors il y a de tout vraiment. Il y a des toutes jeunes collègues qui sortent de l'école, qui ont envie de se former. Alors elles ont entendu les termes partenariat, elles ont entendu, accompagnement parental. Bon, malgré tout, Dialogoris, ça reste un peu une référence sur ce thème. Donc elles se disent: «Bon, ben, voilà, je vais peut-être aller écouter un peu ce qu'on me dit là». On voit aussi beaucoup de collègues qui finalement se forment chez plusieurs personnes différentes, hein, pour Ok, essayer de se créer, heu, bah, leur propre, façon de faire, celle qui leur conviendra le mieux. Donc ça peut être des jeunes qui sortent de l'école, ça peut être, aussi, des collègues, qui ont beaucoup, beaucoup plus d'expérience, ouais, qui finalement, n'ont pas fait ce cheminement peut-être le même que celui que moi j'ai fait. C'est-à-dire sont restés peut-être un peu plus, hem, on va dire coincés, voilà dans une façon de faire qui n'incluait pas les parents. Je rencontre encore des orthophonistes pour lesquels les parents restent dans la salle d'attente systématiquement. Je ne d'accord. dis pas que ça va être une solution. On peut aussi choisir délibérément, sans abandonner le projet d'accompagnement parental, que là, pour cette séance, le parent peut très bien aller boire un café et que c'est une meilleure idée que ce jour-là, pour cet Ouais, enfant-là, à ce moment-là et cet objectif, que de l'avoir avec soi et qu'on va faire cet accompagnement parental autrement. Ou qu'il n'est pas là parce qu'on respecte aussi son besoin de, de souffler, ouais, avoir du répit. Il y a plein d'explications qui peuvent faire ouais, que bien sûr. Ouais. ce jour-là, on ne l'a peut-être pas dans son. Oups là, j'ai fait une bêtise. Moi, je te vois, je t'entends, c'est bon de mon Ah, côté. tu m'entends et moi, rien du tout. Alors, je vais tenter de te récupérer. Ah, voilà. Oh, il y avait une publicité, j'ai cliqué dessus. Et pour la fermer, bien évidemment, et elle s'est ouverte. Alors, je disais donc qu'il y a aussi certaines collègues qui parfois, enfin, pour X et X raisons, finalement, n'accueillent pas les parents dans leur cabinet, font à minima du conseil, et finalement, avec tout ce qui se passe autour d'elles, se rendent compte que peut-être il y a autre chose. Ouais, Il y ok. a autre chose à aller chercher, à aller voir, à tenter. Et bon, en fonction, bon, parfois, elles n'osent pas se lancer comme ça. C'est Ouais, pas si évident que ça, hein, d'accueillir un parent dans son cabinet. C'est normal, ça n'est pas si simple, hein. Tout à coup, il y a un autre période, des oreilles là qui nous écoutent, qui nous regardent. Euh, c'est exigeant d'avoir le parent dans le cabinet. Ça nécessite aussi certaines techniques de pouvoir dialoguer dans cet esprit de co-construction. Hein, comment est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas si simple, même quand on le veut et qu'on a envie de valoriser un parent, surtout s'il est en difficulté. Donc, en fait, voilà, elles veulent apprendre, en fait. ouais, Elles veulent se sentir, euh, elles veulent essayer. ouais. C'est une chose qui va être nouvelle pour elles et ça peut être des orthophonistes qui ont vraiment déjà énormément d'expérience. Voilà. Donc, ça peut être des orthophonistes en libéral, des orthophonistes en salariat. Voilà. Qui aussi vivent alors une situation un peu difficile, puisque là, l'accompagnement, un peu, pas difficile, c'est pas ça que je veux dire, mais un peu Différente? différent, puisque cette
cet accompagnement parental, il va se faire en partenariat. Ça ajoute une richesse, bien sûr, et aussi une petite difficulté, puisqu'il va falloir jouer avec la diversité des regards, avec la diversité des opinions, ce qu'il faut faire, dire, proposer, Mhm. de quoi on va le faire. Donc voilà, il y a aussi des collègues en fait qui viennent aussi chercher dans les formations, non pas seulement de la théorie, des exercices, un lieu pour s'entraîner à faire les choses, Ouais. mais aussi un lieu pour partager avec des collègues qui, qui sont dans cette même démarche d'accompagnement parental, qui vivent des situations similaires à la leur. Parce que de toute façon, dans toutes les formations que je donne, il y a une grande, grande part de, qui est laissée à la dynamique du groupe qu'on constitue en tant que professionnel. Hein, on a tous, en fait, comme on le dit avec les parents, en fait, c'est pareil, là, en formation, toutes les orthophonistes ont leur propre expertise qu'elles vont pouvoir partager avec leurs collègues. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et du coup, bah, tu es en train d'ouvrir la porte que je voulais ouvrir également, du coup, en pratique. Donc là, aujourd'hui, toi, tu es formatrice chez Dialogoris. Tu n'exerces plus l'orthophonie ou Non, encore? D'accord. donc je n'ai plus de patients. Ok. Et ça fait longtemps que tu as arrêté l'exercice libéral? Oui, ça fait quand même quelques années maintenant. La question se posait, voilà, qu'est-ce que ça va faire si on arrête, voilà, ça c'était un grand questionnement. Est-ce que ce sera jouable quand même de continuer à donner des formations? Mais en fait, je me rends compte que je me nourris énormément eh bien, de tout ce que m'apportent les collègues Bien en sûr. formation. Aussi un peu de tout cet accompagnement que je fais parce que je dis souvent, je fais le service après-vente. Donc, en fait, j'ai pas mal de collègues qui reviennent vers moi avec des cas, voilà, des enfants, des parents, enfin, heu et elles veulent qu'on réfléchisse ensemble, qu'on essaye de trouver, des idées, des solutions, parfois un autre regard pour les aider à avancer sur quelque chose où elles sont un peu coincées ou où elles veulent s'assurer, hein, Oui. parfois elles aussi qu'en fait, elles sont sur le bon chemin. Donc souvent, je n'ai qu'à dire: «C'est magnifique». Ok. Voilà, c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut tenter. Donc voilà, donc Et, ça me nourrit quand même heureusement. et bah après, moi, je pense, enfin, les journées n'ayant que 24 heures, c'est aussi cohérent de te dire, bah, on peut pas tout faire au bout d'un moment non plus. Donc, ça me semble moins C'est aussi cohérent. pendant 13 ans, j'ai été, gérante Ouais, de Dialogoris Formation et donc au début, je faisais tout. Je faisais la gérance, je faisais les formations, j'avais mes patients, enfin ouais, voilà. Mais il y a eu un moment, quand l'organisme de formation a aussi pris plus d'amplitude et puis qu'on a eu aussi beaucoup plus de contraintes à ce niveau-là, où il y a eu, le DPC et cetera, heu et bien ça la partie administrative a pris aussi une plus grande place et puis moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est lire la recherche, chercher, réfléchir, trouver des nouvelles formations, créer des nouvelles, ouais. c'est ça que j'aime bien faire aussi. Donc il y avait aussi ça qui me prenait beaucoup de temps parce que j'ai été à la conception, en fait. Je suis toujours à la conception, des formations. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, qui me prenait aussi du temps. Donc oui, il a fallu choisir et aussi parce que je me projetais dans ma retraite, je vais dire ça comme c'est-à-dire qu'est-ce que j'aurais envie de faire encore après et encore après, mon idée, c'était vraiment de partager mon expérience de formatrice. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à créer cette formation de formateur. Parce que je me disais finalement, bon, ben, voilà, oui, j'ai 40 ans, d'expérience en accompagnement parental, il y a toute cette expérience d'orthophonie, de
de terrain, l'expérience clinique. Et après, il y avait toute cette grosse expérience de formatrice, euh, finalement, de formatrice, de conceptrice de formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On revient, on fait un peu la boucle. Ouais, Ah, voilà, on revient à ce qui m'avait finalement motivée tout au début, c'est-à-dire cette histoire de l'enseignement. ouais, Euh, il y a quelque chose comme ça que je voudrais bien partager avec les collègues. Et donc, je voulais aussi euh, accorder une partie de mes formations personnelles à cette partie-là, qui était d'accord. plus euh, à tout ce qui est pédagogie d'adultes, tout ce qui est... Et c'est, alors j'aimerais bien que tu vas pouvoir m'expliquer le côté, ça m'intéresse le côté formatrice de formateur, mais juste pour expliquer, enfin peut-être très clairement à des orthophonistes qui peut-être se posent la question de, enfin une formation juste accompagnement parental dialogoriste par exemple avec vous, c'est en présentiel, c'est sur plusieurs jours, comment ça s'articule si elles veulent travailler avec toi, avec Oui, vous? bah, c'est sur 3 jours Ouais, ok, en présentiel, dans plusieurs villes de France, en général toujours Paris, puis après d'autres villes. d'accord, Ça dépend d'une année sur l'autre. On peut nous faire venir d'ailleurs, c'est-à-dire s'il y a un minimum de 12 stagiaires intéressés sur un même endroit, bah, pourquoi pas, nous, on est partant, hein, donc ok, on peut aller un peu partout. Et puis on l'a fait aussi certaines années en classe virtuelle synchrone, d'accord, ok, et ça c'est en demi-journée, donc ok. ça fait 6 demi-journées, voilà. Et là, alors c'est en synchrone, hein, donc Oui, c'est pas du e-learning, hein, c'est ouais, pas en asynchrone, c'est vraiment en synchrone. Et puis de toute façon, dans toutes nos formations, même les autres formations dialoguistes, même quand on fait la formation bilan orthographique de l'enfant très jeune et sans langage, hein, même quand on fait ça, il y a un bout où on parle accompagnement parental, où on parle analyse des interactions parent-enfant, parce que pour faire le bilan, il y a de toute façon cette ouais, partie-là. Il y a un petit bout. Quand on fait rééducation, c'est rééducation de l'enfant très jeune et sans langage, mais bien sûr, il y a toute une partie, bah, comment est-ce qu'on intègre le parent à cette rééducation? Hein, c'est un peu le fil d'accord. rouge finalement de cette formation-là. Quand on fait la formation accueil de la diversité culturelle, bilinguisme, bilan orthophonique de l'enfant bilingue, il y a une partie, une grosse partie qui porte Ouais, sur comment on va collaborer avec les parents, co-construire avec les parents. Voilà. Donc, ok. que de toute façon, dans toutes les formations dialogoristes, que j'anime en tout cas, eh bien, dans toutes, il y a de l'accompagnement Il y a parental. un petit peu de sel et de Ah oui. poivre partout. Ouais, ouais. Ok. Non, c'est sympa de préciser parce que comme ça permet aux gens de enfin, de se projeter et puis d'imaginer un petit peu. Donc, présentiel 3 jours ou classe virtuelle synchrone Oui. euh, et, euh, et Et avec. puis, et puis, j'anime aussi beaucoup de formations en intra sur l'accompagnement parental. Donc, D'accord. beaucoup, hein. Donc, je vais beaucoup, et depuis de nombreuses années maintenant, dans les CAMS, dans les CNPP, voilà, dans certains hôpitaux qui ont des services voilà, spécialisés pour accueillir les enfants sourds ou qui ont d'autres pathologies Y. Je vais beaucoup en intra, former des équipes pluridisciplinaires. D'accord. Formations pour les orthophonistes peuvent se faire en intra, Ouais. ça d'accord. Mais je vais aussi faire des formations pluridisciplinaires où je forme toute l'équipe à l'accompagnement parental. Et Et, ça, et ce sont vraiment différents. Et c'est quoi quel est ton retour d'expérience, justement, le fait d'interagir avec plusieurs typologies de professionnels? Donc, tu vas former des orthos, peut-être des assistantes maternelles, pourquoi pas des médecins, sans doute. Oui. Euh, Est-ce que tu as un public que tu préfères? Est-ce qu'il y en a avec, enfin, comment ça se passe? Le public le plus sage, les médecins. Les plus faciles. Les plus faciles, les médecins. Disciplinés, euh, intelligents, ils prennent note de tout, ils posent des questions, machin. Ils remercient, ils sont très contents, ils sont voilà, ils nous remercient beaucoup après les formations. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé les médecins
C'était un public assez sympa à former. Après, euh, le public le plus exigeant, les orthophonistes. Euh, les publics difficiles à gérer au niveau de la dynamique, les assistantes maternelles, euh, beaucoup d'adaptations à faire pour être bien dans leur zone proximale, pour être Ok, bien accrochés à leur pratique, pour ne pas aller trop dans la théorie. ouais, Voilà, il faut donner de la théorie, mais d'une certaine façon pour que ça puisse fonctionner. Et puis, peut-être ce qui est difficile en tant que formatrice, ce sont les équipes pluridisciplinaires. ouais. Parce que là, il y a clairement d'autres enjeux. Quand on va en intra, on met une équipe pluridisciplinaire, c'est sans doute ce que je trouve le plus compliqué pour la formatrice, parce que il y a parfois d'autres freins. Il y a des freins à lever avant de pouvoir arriver à ta formation. Il y a tout ce qui est agressivité institutionnelle, il y a tout ce Hmm. qui est problématique d'équipe, parfois des équipes qui n'existent pas, en fait, dans, dans la réalité des faits. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, qui font partie d'un même service, et qui, en fait, ne sont pas en capacité encore de travailler ensemble. Donc, c'est pas un véritable groupe, c'est pas une véritable équipe. Donc, il faut déjà lever tout ce qui est frein institutionnel, et donner plus de maturité à l'équipe pour qu'ils puissent travailler ensemble sur un projet d'équipe. Parce que Ok, souvent, la demande du commanditaire qui nous a fait venir, c'est un projet d'équipe, ouais. mais l'équipe n'existe pas. Alors, les faire tous progresser, chacun fait progresser, le psychomode, la psy, l'orthophoniste, l'éducatrice de jeunes enfants, on les fait tous progresser chacun par rapport à eux-mêmes, ça c'est OK. Ce qui est compliqué, c'est de mener à bien un projet d'accompagnement parental pluridisciplinaire Ouais. d'équipe. Et qui Ça, soient en cohésion avec la structure en question, leurs attentes, leurs besoins et tout ça, quoi. Ouais. ça, C'est le niveau 2 de. ouais, ça c'est vraiment, Et est-ce que c'est de là, donc du coup, c'est de là que t'es venu enfin, aujourd'hui, tu exerces également en tant que formatrice de formateurs, oui. c'est ça? Ce sont quel type de enfin, ce sont forcément des professionnels de santé ou pas? Ou comment? Alors pour l'instant, cette formation-là qui pourrait en fait s'ouvrir à n'importe quel professionnel de santé ou même à n'importe quel professionnel en fait. Ouais, Parce que ce que je donne comme formation ne porte pas sur les contenus. oui, Je ne dis pas aux professionnels ce sur quoi il doit former les stagiaires. ouais, Euh, Là, je considère que le professionnel qui veut former a à sa propre charge bah, d'être au top et d'avoir ouais, un domaine d'expertise. Pour moi, ça, c'est la première chose. Avoir un domaine d'expertise, ça, c'est un préalable. ouais, on est Voilà. d'accord. Mais après, ça ne suffit pas. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi-même, hein, alors je me mets dans le sac hein, avec tout le monde, voilà. Moi-même, je pensais qu'il suffisait d'avoir un domaine d'expertise, de faire un beau diaporama, et voilà, je me lance. Mais en fait, non. Non, non, non. Ce n'est pas ça qui permet à un formateur de véritablement atteindre ses objectifs et de faire une formation, d'animer une formation de, de qualité. Et avant de l'animer, de la conceptualiser, Mhm. que ce soit une formation de qualité. Et là, il y a vraiment des méthodes pédagogiques, des activités pédagogiques à apprendre, une façon de faire. Voilà, c'est vraiment ça. Il, il y a des stratégies pédagogiques à apprendre. D'accord. Donc, cette formation de formateur, elle porte vraiment là-dessus. Et mon idée, c'est de faire vivre à mes stagiaires, donc formatrices ou futures formatrices, voilà,
tout ce que je leur raconte, en fait. Donc, Ouais. je mets en œuvre tout ce qu'elles doivent apprendre à, à faire. Ah, ok. Donc, elles vont le vivre. Elles Ouais. vont vivre les méthodes pédagogiques, elles vont vivre certaines activités pédagogiques, elles vont vivre ma façon euh, d'animer, comment est-ce qu'on anime, Mhm. comment on gère ces stagiaires. Voilà. Donc, c'est vraiment, j'essaye de leur faire vivre tout ça, puis d'avoir un retour réflectif en commun, Ouais. voilà, pour essayer de voir, bah voilà, qu'est-ce que ça a donné, comment est-ce qu'on s'est senti là-dedans, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on a déjà vécu d'autres façons de faire, euh, est-ce que celle-là peut convenir à tous les groupes, est-ce qu'elle ne peut pas convenir à tous les groupes, elle ne peut pas convenir à tous les groupes, et qu'est-ce qu'on fait alors si on a un groupe Ouais. comme ça, comme ça ou comme ça. Ben voilà, donc il y a tout après une analyse réflexive, et puis il y a toute une partie, et c'est pour ça que j'aime bien d'avoir que des orthophonistes, même si ça pourrait être autrement. Il y a toute une partie où véritablement, tout de suite, elles essayent de voir comment elles peuvent intégrer ce qu'elles viennent d'apprendre à leur propre projet de formation, sur leur D'accord. propre contenu. Ok. Voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est intéressant, là, d'avoir, pour cette partie-là en tout cas, tous des, toutes des orthophonistes, parce qu'à ce moment-là, elles vont pouvoir collaborer, s'entraider, vérifier la validité de leur, Ouais. idée avec leurs collègues, etc. Donc, on essaye tout de suite, dans cette formation, voilà, de, de mettre en œuvre déjà dans sa propre pratique de formatrice. Et cette activité-là, elle est aussi, elle fait aussi partie des activités de Dialogoris ou ça, c'est quelque chose que tu fais à côté? Comment ça Alors, se... quelles que soient les formations que j'anime, Ouais. je peux les animer pour n'importe quel organisme de formation. Ça, c'est la première chose. D'accord, ok. N'importe quel organisme de formation me demande d'aller animer une formation, je dis oui, Ok. en général. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, c'est sûr que la formation de formateur, donc je l'anime, les autres formations au Dialogoris, parce que Dialogoris, ça reste mon bébé, hein, Bien donc sûr, on est d'accord. ça reste bien évidemment mon organisme de Ouais. formation privilégié de choix. Euh, mais donc cette formation de formateur en fait On fait partie. partie, J'anime d'accord, ok. d'ailleurs quelque chose de très spécial. J'anime chaque année une formation de formateur rien que pour les formateurs dialogoristes. D'accord, ok. Voilà. C'est mis en place, donc maintenant ça fait quelques années que ça se fait. Donc ça, c'est une formation que je crée que pour, que pour notre équipe de D'accord. formateurs à nous. C'est autre chose. En intra, rien, Ouais, bien rien que sûr. pour nous. Mais sinon, oui, c'est une formation qui pourrait s'ouvrir finalement, voilà, Mm. à d'autres organismes ou à. Souvent, ce qu'on a, c'est par exemple soit des formatrices qui donnent déjà des formations en formation initiale, Ouais, soit des formatrices Benjamin, on va dire, qui ouais, ont un projet et qui se sont pas encore lancés et qui ont vu que, ah bah tiens, il fallait peut-être se former à cette partie-là avant de le faire. Soit certaines qui sont déjà formatrices pour des orthophonistes ou d'autres professionnels et qui veulent se spécialiser, optimiser ouais. leur formation. Donc, il y a un peu toutes sortes. Et on a aussi pas mal d'orthophonistes qui font partie d'associations de prévention parce que D'accord, ok. les associations de prévention, elles sont appelées Ah à aller oui, former la protection maternelle infantile, à aller former des crèches, des assistantes bien sûr, ouais. maternelles, etc. Et donc, on a aussi souvent des orthophonistes qui ont envie donc de remplir ce projet de Ok. formation. Et dans ces cas-là, donc là où la formation accompagnement parental, c'était un format 3 jours ou quoi, là, sur ce format-là, ça se déroule comment? Trois C'est jours aussi, 3 jours aussi, d'accord. 3 jours aussi. Et là, c'est en présentiel Et là, c'est en euh, présentiel, ouais. uniquement. Ok, Oui. bien sûr, ouais. Je ne dis pas Ok, que plus tard, il n'y aura pas euh, de formation de formateur
en classe virtuelle synchrone. Mais alors, ça veut dire que les techniques que j'utiliserai seront des techniques d'animation spécifiques à la classe virtuelle synchrone. Ouais. C'est un projet, hein, voilà. Mais vraiment, on essaiera alors d'axer vraiment Mhm. là-dessus, que les techniques et les méthodes, les activités qu'on vit ensemble et qu'on apprend à, à utiliser dans cette formation de formateur, ce sont vraiment plutôt des techniques, enfin, majoritairement des techniques qu'on va utiliser en présentiel. Je ne dis pas qu'il n'y en D'accord. a pas, il y en a hein, qu'on peut dupliquer en classe virtuelle, bien évidemment, il y en a plein. Mais si je devais en faire une en classe virtuelle synchrone, alors j'aimerais aller Ouais, plus finalement vers des techniques spécifiques à la classe virtuelle d'accord. et pas juste celles qu'on peut dupliquer du présentiel à la classe virtuelle. Ouais, bien sûr. Ok, donc vous êtes ortho de préférence et soit en phase de lancement, soit nouvellement lancé, soit confirmé, et vous avez envie d'une petite immersion avec Paulette qui a un certain nombre de formations à son actif. Et ben on vient vers Dialogoris et puis on va passer 3 jours Voilà. avec toi. Ok. Et Et ben écoute, très clair. Il y a un dernier sujet sur lequel je voudrais t'emmener, Paulette. Je crois que tu as beaucoup travaillé sur le multilinguisme, le côté multiculturalité et tout ça. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que tu peux m'en parler un peu? eh bien, autour, je pense, j'ai peut-être une date ici, je vais regarder, je pense, oui, 2010. Donc, ça devait être 2008. Alors, donc, entre 2003 et 2008, on fait une formation accompagnement parental et dans cette formation accompagnement parental, on a l'accompagnement des parents vulnérables d'un point de vue psychosocioculturel. Et on fait ça pendant 5 ans et tout le monde est content. Et voilà. Ok, Et puis un jour, dans un questionnaire de satisfaction que je lis, donc après toujours, après les formations, je vois, vous n'avez pas parlé de la différence culturelle d'un point de vue plus ethnologique. Oui, effectivement, nous, on avait plutôt parlé des parents vulnérables, mais d'un point de vue psychosocioculturel, effectivement, mais pas cette partie migration, cette partie langue française qui n'est pas partagée, cette partie, pas ça, pas cette vulnérabilité-là, pas cette diversité culturelle oui, dans l'idée des personnes qui viennent de partout dans le monde. Donc effectivement, je me dis, mais oui, oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, ça ne va pas du tout. Il va falloir commencer à lire, à chercher, à voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on trouve dans la recherche, tout ça. Donc voilà, je me mets en tâche de trouver, de réfléchir. Bon, là, j'avais encore mes patients, donc pareil, j'essaie de voir plus avec mes patients, qu'est-ce que ça donne, etc., etc. Et puis, à cette époque-là, il y avait quasi rien. Alors, facile, c'est-à-dire quand on cherchait qu'est-ce qu'on pouvait bien écrire? Orthophonie plus diversité culturelle. ouais, ok. Voilà. Quelques ouvrages de Marie-Rose Moreau, super, bien sûr, mais bon, euh, vraiment pas grand-chose. Donc, conclusion, avec tout ce que je lis, des ethnopsychiatres, de l'ethnosociologie, enfin tout ce que je lis ailleurs Mhm. que l'orthophonie, je commence à écrire des choses et voilà, on commence à faire nous-mêmes, à écrire un peu nous-mêmes ce qui n'existe pas et comment on pourrait essayer d'adapter ça, toutes ces connaissances de l'ethnologie, de l'ethnosociologie, de l'ethnopsychiatrie à l'orthophonie. En 2010, on parle sur ce thème aux entretiens de Bichat. Première fois, ce thème est à l'honneur aux entretiens de Bichat. Stéphanie, Françoise et moi, on est sur la scène des entretiens de Bichat pour parler de ça. En 2012, rebelote, on retourne aux entretiens de Bichat pour D'accord. un deuxième thème similaire. Et là, à partir de là, on va dire 2012, une explosion des recherches en orthophonie y compris. Ouais. Voilà.
concernant ce thème de la diversité culturelle et ce thème du bilinguisme, du plurilinguisme, etc., de comment est-ce qu'on va faire avec ça en orthophonie, puisque tout à coup, comme si hein, ça nous tombait du ciel, on découvre que nous avons donc un grand, 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 grand problème, vu que tous les tests qu'on utilise sont invalides. D'accord, ok. Ah, bon, tout à coup, on découvre le poteau rose, il va falloir faire quelque chose, puisque en plus, la population de nos patients, euh, dans cette population, il y a de plus en plus de personnes plurilingues que l'on Mhm. rencontre et de plus en plus de personnes qui viennent d'ailleurs que l'on rencontre, avec lesquelles il va falloir tenter aussi de faire de l'accompagnement parental. Donc on se dit, oulala, il va y avoir des adaptations à Des faire. choses à Donc à dire. partir de 2012, ça démarre et on commence à avoir de la recherche. Et puis, bah, nous, pareil, on on met en place une formation pour les orthophonistes autour de ce thème. Cette formation-là, au départ, c'était un peu spécial parce qu'on disait beaucoup, bah, ça, on ne peut pas faire, ça, c'est pas valide, ça, cet outil-là, on ne peut pas l'utiliser, cette façon-là de faire, on ne peut pas l'utiliser. Et on n'avait pas grand-chose pour, De l'autre côté. voilà, pas grand-chose pour mettre à la place. Bon, il restait bien évidemment ce qui allait bien à Dialogoris, c'est-à-dire le dialogue avec les parents. Ouais. Dialogoris, il nous restait ça. Et donc, on actait tout là-dessus. Alors, heureusement, maintenant, voilà, 2024, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont avancé. On a maintenant beaucoup plus de choses à mettre dans cette balance. On a des outils, on a des façons de faire, on a des recherches qui nous aiguillent sur comment procéder pour faire le bilan, pour poser un diagnostic le plus fiable possible, un différentiel, voilà. Et aussi pour mener à bien des rééducations qui ne peuvent en aucun cas être un copier-coller Bah oui. de ce qu'on fait avec un enfant qui n'a qu'une seule langue à son actif. Donc voilà. Donc maintenant, on a déjà de nouveau du recul, hein. Là, plus d'une, oui, maintenant, oui, à peu près 12 ans oui, à peu près 12 ans de recul maintenant sur cette formation qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué du début, voilà. Et je ne cesse de la modifier. Je l'ai encore remodifiée la semaine dernière, voilà, parce qu'on a des nouveaux résultats, des nouvelles études, de nouveaux visuels, des nouvelles recherches, enfin, toutes sortes de choses qui me poussent constamment À faire évoluer ça. voilà, à la faire évoluer. Ok. La pauvre Bah, Cécile, dans notre équipe qui fait les documents de formation, elle n'en peut plus de, de devoir les changer tout le temps. ah oui, parce que Donc, chaque changement que tu fais dans un programme, ah oui, évidemment, implique de changer bien les. sûr. Parce que Ouais. nous, dans nos formations de dialoguistes, on a des documents qui sont vraiment des documents, alors on se casse vraiment la tête pour les faire. Donc, ce sont des documents où il y a le diaporama, mais pas que le Ouais. diaporama. Il y a de la place pour les exercices, pour réfléchir, pour aller chercher les réponses. Et tout ça est organisé. Donc, c'est un grand travail. Et chaque fois que je change une diapo, Et ben voilà. C'est voilà, c'est le prix à payer pour la mise à voilà, jour et la c'est ça. créativité, quoi. Bon. Ok, non, mais c'est intéressant de comprendre d'où ça vient et comment quelque chose qui fait, bah, en quelque sorte aussi ta ou votre marque de fabrique, enfin, c'est un vrai champ d'expertise que vous avez et comment c'est venu d'une simple remarque Oui, d'une collaboratrice, c'est rigolo de comprendre d'où ça vient, quoi. mais c'est vraiment ça qui fait bouger les choses, hein. Moi, je le dis chaque fois, je le redis, je lis vraiment les questionnaires. Donc, n'hésitez pas à, à mettre vos remarques, vos demandes, vos critiques, positives aussi, hein, Hum, voilà, mais pas que, parce que ouais, finalement, c'est qui ça fait qui nous avancer, fait ouais. avancer, hein. C'est comme au restaurant, si on a mangé quelque chose qui était mauvais, le serveur vient, il dit tout s'est bien passé, messieurs, dames, et que tout le monde dit oui, comment est-ce que le cuisinier peut progresser? Il ne peut pas Ouais. progresser. Voilà, il y a un moment où on pose une vraie question, il faut donner une vraie réponse. Ok, bah écoute, top. Bah merci en tout cas pour ton temps et tout ça. Je vais passer aux petites questions de la fin.
Donc, c'est des petites questions, réponses courtes et tout ça. Est-ce que toi, tu avais un matériel un peu chouchou que tu utilisais tout le temps ou que tu trouvais merveilleux pour je ne sais quelle raison, un jeu, un truc, peu importe, dans ton exercice? Alors, j'aimais bien les gros Ouais, dés comme ça, en mousse, sur lequel, en fait, je pouvais coller plein de choses différentes, en fait, accrocher plein de choses différentes en fonction de l'enfant. Je pouvais y mettre des couleurs, je pouvais y mettre des syllabes, je pouvais y mettre enfin tout ce que je voulais. Et on lançait ça dans le bureau. Et suite à ça, il fallait soit faire quelque chose, trouver quelque chose, se déplacer quelque part. Enfin, et j'aimais bien ces activités finalement où on pouvait euh, bouger dans le bureau ok. plutôt que de rester assis sagement. Voilà, parce que j'avais remarqué que ce soit les petits ou les plus grands finalement, bouger apportait vraiment beaucoup plus de fun. Et de Voilà, vitalité voilà, dans la séance, quoi. Ok. Donc, un gros dé avec des consignes voilà, dessus pour bouger, quoi. voilà. D'accord. Qui pouvait changer en fonction de mes objectifs. Bon, ok. En dehors de l'orthophonie, est-ce que tu as, et de tes multiples casquettes à côté, est-ce que tu as des loisirs, des passions, des choses qui te... Ah oui, j'ai une passion. Alors, je suis œnologue sommelière. J'ai fait 1 an d'analyse sensorielle. Donc, ma passion, c'est la dégustation. D'accord. Ok, La dégustation multiproduits. d'accord. Pas que du vin et du rhum et du... Non, 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 non. La Ok, dégustation aussi du chocolat. ok. De- Ah, excellent. Voilà, ça, c'est ma passion. Alors, qu'est-ce qu'il faut t'offrir comme, bouteille de vin si on veut te faire plaisir? C'est quoi Ah, le... ah, si on veut, alors on m'offre un Saint-Émilion. Voilà. Et si on m'offre un chocolat, on m'offre un Criollo. Ok, Et si on m'offre une huile d'olive, on me donne un fruité noir. Voilà. ok. Bon, Bon. très clair, très Ah, clair, très clair. Donc, œnologie. Eh ben, tu vois, je bien. m'attendais pas à cette réponse. Ça m'amuse beaucoup. Un livre qui t'a marqué, orthophonique ou non orthophonique, dans ta vie, ou que tu aimerais donner à quelqu'un en face de toi? Hum, Alors, il y en a un que j'ai lu là dernièrement, dont je ne vais pas te retrouver le terme. Enfin, peut-être celles qui le connaissent ça va leur dire quelque chose. C'est un monsieur qui a une pathologie d'Alzheimer, un Alzheimer précoce, et il part en caravane. Il fait une rencontre cours de chemin, et c'est tout son parcours en fait de vie là qu'il se donne avant le moment où il va tout oublier. Je ne retombe plus sur C'est le... pas Tout le bleu du ciel, non? C'est ça, Ok, ça. Sur la première page, on a le van. Oui, oui. ok. Voilà, Bon, ça, je trouvais un très beau... j'ai triché, j'ai regardé, je l'ai pas lu, mais j'ai regardé sur Google en même temps. Je te l'ai pas Ça m'a sorti. touchée. Donc, Tout le bleu du ciel, Mélissa d'Acosta refuse de se soigner et d'être enfermée à l'hôpital. Oui. C'est Bon, bon, vraiment ce sont des personnages très, 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 très attachants. Très, très attachants. Après, ok. Mélissa Dacosta, elle en a écrit d'autres qui sont parfois particuliers, qui n'ont pas mon aval, mais celui-là, vraiment, Celui-ci, pas mal. Bon, ok. Et écoute, bah, dernière petite question, Paulette, pour toi, ce serait quoi pour toi l'orthophonie de demain? Je- si tu le permets, à ce moment-là, j'avais écrit quelque chose sur l'orthophonie de demain. Ouais, C'est tout petit, ça ok. prend quelques minutes, Eh ben, mais vas-y. je vais le relire. Cette conclusion projective nous propulse en 2040. La formation initiale et les formations continues permettent enfin à tous les orthophonistes d'initier une alliance thérapeutique de qualité. Ils sont compétents pour guider, accompagner les parents, leur proposer un partenariat. Ils se reconnaissent cette compétence avec bienveillance. Ils n'ont plus peur de l'échec, de l'imperfection. Ils ont accepté l'idée que la prise en soin idéale n'existe pas. Ils savent qu'ils ne sont pas obligés de tout savoir. Il est normal de ne pas tout maîtriser dans la relation et que cette maîtrise totale n'est ni utile ni à rechercher.
Ils savent qu'il s'agit essentiellement d'une aventure humaine pleine de rebondissements. Ils veillent à s'adapter à chaque famille, ils sont sereins, ils sont capables de décentration, d'humilité et d'une grande flexibilité. Ils vivent pleinement la passion de leur métier, profitent de chaque relation pour grandir, apprendre, progresser. Ils n'ont oublié ni l'écoute active, ni la communication non violente, ni la bienveillance. Ils continuent à privilégier ces savoir-faire et être dans la guidance, l'accompagnement, le partenariat parental et la collaboration avec tous les partenaires autour de l'enfant et de sa famille. Ils intègrent les nouveaux savoirs pour faire évoluer leurs pratiques et utilisent encore et toujours leur sens clinique. La nomenclature des actes d'orthophonie comprend clairement une cotation pour ce travail spécifique, maintenant reconnu à sa juste valeur. Dans certains cas, l'accompagnement parental aura permis à l'enfant de dépasser ses difficultés sans l'intervention directe de l'orthophoniste. Les actions de formation en direction de nos partenaires se seront multipliées et cela permettra aussi d'optimiser les soins. Les parents sont libres, se sentent respectés dans leurs choix, valorisés, compétents, reconnus dans leur expertise comme dans leur vulnérabilité, soutenus, guidés, accompagnés, partenaires. Ils obtiennent les réponses aux questions qu'ils se posent. Ils participent au projet de soins de leur enfant de façon tout à fait satisfaisante pour eux et leur enfant, chacun à leur manière. Ils reçoivent des réponses à leurs besoins prioritaires. Les enfants progressent, ils sont heureux, en un mot, bien à leur place. Voilà, c'était une petite conclusion que j'avais écrite pour un article qui s'appelait Une question de place. Waouh, franchement, chapeau. Je trouve ça très beau. Je suis un peu touché. C'est très joli et merci au nom peut-être de toutes celles qui écouteront ça. Je trouve on a beaucoup de chance d'entendre ton éclairage sur ces sujets-là et tout ça. Et vraiment, bah, merci pour le temps que tu nous as De rien. accordé et la présentation de tes activités et tout. Donc voilà, encore une fois, c'était Paulette qui nous a éclairé sur plein de choses. Est-ce qu'on peut, si les orthos te posent des questions, elles peuvent te contacter? Comment on peut te contacter? Bien sûr. Oh, bah, peut-être par mail, c'est le plus simple, peut-être. Donc, c'est Paulette Antunis, comme tout attaché, mon prénom, mon nom de famille, pauletteantunis@gmail.com. Super. Eh ben, écoute, je me le mettrai dans la description, ainsi que le livre que tu as mentionné, puis le lien vers votre site web également, quoi. Merci Avec Paulette. plaisir. Merci. Merci beaucoup pour ton temps.